Bonjour tout le monde. Alors, constante macabre, définition, c'est ce pourcentage constant, ou à peu près constant, de mauvaises notes qu'il doit y avoir pour qu'une évaluation paraisse crédible. Il y en a beaucoup qui pensent que ce que j'ai apporté par mes travaux dans ce dossier, c'est de constater que quand il y avait une répartition de notes, il y avait toujours 3 tiers, les bons, les moyens et les mauvais. Ça fait plusieurs siècles qu'on le sait, ça. Ça, c'est pas de moi, que ce soit clair. C'est-à-dire, moi, pendant les 20 premières années de ma carrière à l'université, j'avais ce schéma en tête et je pensais que c'était normal. Par contre, ce qui est de moi, c'est de me rendre compte que c'était horrible, que c'était injuste, que c'était aberrant. Jusque-là, j'avais bien constaté qu'il y avait cette répartition, mais j'étais convaincu que ça correspondait à une certaine normalité. Il faut qu'il y ait ça. Plus précisément, par exemple, pendant 20 ans, dans ma carrière, j'étais convaincu qu'un bon sujet d'examen que je posais devait donner lieu à une moyenne de 10 sur 20. Alors, je précise, quel que soit le niveau des élèves. Et en plus, j'enseignais souvent à Bac+4 avec des élèves qui avaient été vraiment sélectionnés. Quelles que soient les qualités pédagogiques de l'enseignant, quel que soit le climat, il pouvait faire chaud, il pouvait faire froid, tous les quels que soient que vous voulez, ma mission était remplie si j'avais 10 sur 20 de moyenne. 10 sur 20, ça veut dire quoi? Avec une répartition régulière des notes, ça veut dire qu'il y a environ la moitié des élèves qui ont plus de 10, la moitié qui a moins de 10, donc en échec. Donc, sans me rendre compte, alors que j'aime beaucoup mon métier, j'étais persuadé que mon travail et ma mission étaient remplie s'il y avait un élève sur 2 en échec. Des exceptions, il y en a. Et ça doit nous rendre optimistes. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire que ça vient des Français. On aurait l'esprit un peu sadique, un peu méchant. Mais pas du tout. Il suffit de changer de matière pour qu'il y ait plus de constante macabre dans notre pays. Alors je pense à quelle discipline? Les disciplines considérées à tort, j'insiste là-dessus, à tort comme secondaire, la musique, les arts plastiques, l'éducation physique et sportive. Vous savez, dans les conseils de classe, quand les professeurs qui enseignent ces matières donnent leur avis sur un élève, c'est un moment de détente pour le groupe. On regarde en l'air, on discute avec le collègue, mais en prenant soin de ne pas froisser le collègue qui s'exprime, on hoche la tête, mais on n'écoute pas ce qu'il dit. Le collègue qui est là se dit quand même, je suis là, il faut bien que j'ouvre la bouche, mais il sait que ça ne sert à rien. Là, il n'y a pas de constante macabre. Avec une mise en garde, on pourrait avoir tendance à les plaindre. Et maintenant, avec recul, je me dis que c'est eux qui devraient nous plaindre. C'est-à-dire, si vous voulez savoir ce que signifie une vraie relation de confiance dans une classe, allez voir ce qui se passe dans ces matières. Donc, je discutais avec des collègues, j'allais dire normaux, et souvent, pas qu'une fois, des dizaines de fois, j'ai eu droit à la discussion suivante. Je suis d'accord avec toi, il faut supprimer la constante macabre, mais aussi il faut supprimer une autre situation qui n'est pas normale, des classes où les notes sont trop bonnes. Quelle était ma réponse? Que je ne voulais pas du tout faire cadeau les notes, que ça arrivait moins que la constante macabre. Et j'ajoutais aussi que, comme dans les jurys d'assises, à choisir entre être gentil ou être méchant, je préférais être gentil. Il m'a fallu plusieurs mois pour me rendre compte que ce n'était pas la bonne réponse. Le piège énorme, c'est que quand on pose cette question, ce qui est sous-jacent, c'est qu'il y aurait, d'une certaine manière, une symétrie autour du 10. C'est-à-dire il faut lutter contre les cas extrêmes d'un côté, mais de manière symétrique de l'autre. Mais ce n'est pas symétrique. C'est-à-dire il est normal qu'un professeur s'inquiète s'il a 5 sur 20 de moyenne de classe. Il n'est pas du tout normal qu'il s'inquiète s'il a 15 sur 20. Même dans les classes de très bon niveau. Combien de fois ai-je entendu ça? Tu parles, mais il faut venir voir le niveau de nos élèves. Ils sont nuls. Le niveau baisse. Je ne sais pas si vous savez, le niveau baisse, Cicéron le disait déjà. Ça baisse depuis Cicéron. Je ne sais pas jusqu'où ça va baisser. Ça baisse depuis Cicéron. Alors, à la fin du primaire, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus compter, ils ne savent plus rien faire, quoi. Malheureusement, pour les collègues qui disent ça, c'est faux. Mais la différence entre eux et moi, c'est que moi, j'ai fait une enquête. Quand on regarde de près les programmes actuels
Et les programmes d'il y a 50 ans, il y en a bien plus. Alors certains pourront dire, mais c'est fait plus superficiellement. C'est à voir. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les priorités ont évolué. Il est vrai qu'actuellement, le niveau en orthographe des élèves est moins bon qu'il y a 50 ans. Mais il y a un mais. Mais dans le même temps, le niveau a augmenté dans d'autres domaines. Il y a d'autres notions au programme qui n'étaient pas au programme à l'époque, par exemple l'informatique, etc. Donc ça veut dire quoi? Qu'effectivement, les priorités ont évolué, mais lâcher comme ça, sans arrêt, que le niveau baisse, d'abord, en admettant que ce soit vrai, mais c'est faux. En admettant que ce soit vrai, c'est pas comme ça qu'on motive les troupes. Vous savez ce qui se passe quand même en classe prépa, maths sup, etc. On casse, mais vous le savez bien. Les moyennes des élèves, les trucs, c'est 5, des 7, etc. Et à l'agrégation, c'est un très bon niveau, là. Grand concours de l'État français dont la culture diffuse dans le monde entier. Vous savez avec combien on est reçu à l'agrégation? 5, 6. Donc là, je dis clairement qu'il y a une approche psychiatrique. Alors on pourrait se dire que dans les classes de concours, ce qui compte, c'est la place et pas la note. Eh bien, on se plante. Vous savez quel est le message qui passe quand un élève a 6 sur 20 et qu'il est premier de la classe? Alors, bien sûr, c'est qu'il est meilleur que les autres, ça d'accord, au moins pour ce devoir, mais le message qui passe aussi, c'est cette matière, c'est pas tout à fait pour toi, si t'es pas encore assez bon pour cette matière. Ça conduit à quoi? À une perte de confiance en soi des élèves français. Alors, des interprétations rapides avec des guillemets, parce que souvent c'est de la mauvaise foi. Ça concerne essentiellement les maths. Alors ça, c'est pas compliqué. On voit que je suis prof de maths, allez, c'est encore la faute des matheux. C'est eux qui pourrissent tout. Vous savez que c'est pas vrai. Vous savez comme moi qu'un professeur de français, même lorsqu'il est très croyant, ne mettrait pas 20 à Dieu à une dissertation. Vous le savez bien, ça. Moi, là, j'ai une anecdote savoureuse. J'ai un cousin qui est professeur de lettres classiques dans un grand lycée parisien. Mais je suis désolé, tu exagères. Quand je tombe sur une très bonne dissertation, j'hésite pas à mettre une excellente note. Je lui dis combien? Il me dit 13, 14. Je le répète dans mes conférences et chaque fois, il est pas fou, hein, il est normal. Je vous assure, il est intelligent et tout. 13, 14, fait. Bon. Alors par contre, ce qui est spécifique aux mathématiques, c'est pas ça. C'est la chose suivante. La société actuelle, c'est pas la faute des profs de maths, hein, c'est la société qui a choisi les maths comme matière privilégiée pour l'orientation actuellement. C'est pas éternel. Il y a 50 ans, c'était le latin. Hein, ne croyez pas que ça a toujours été. Et si ça se trouve, dans quelques années, ce sera une autre matière, peut-être l'informatique ou je ne sais quoi. Actuellement, c'est les maths. Ce qui fait que quand la constante macabre se manifeste en maths, on la remarque plus. Ça, c'est vrai. Suppression des notes. Alors, j'insiste sur ce point parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'associations qui veulent supprimer les notes, y compris mon copain là, de la FCPE, Jean-Jacques Cazan, et puis j'ai beau lui expliquer, il ne comprend pas. Enfin, je dis que la constante macabre n'est pas un problème de notation. Ce serait une bonne nouvelle pour la France, ça. Il suffirait de supprimer les notes pour que tout soit réglé. Ça, je le dis avec force. C'est malheureusement un problème profond de culture de l'évaluation. On ne mettrait ni notes, ni lettres. On se débrouillerait toujours avec la mentalité actuelle en France pour mettre un certain pourcentage de mauvaises appréciations. On ne mettrait que des appréciations pour que ça paraisse crédible. Aucune barrière dans les études. Certains prennent peur et se disent, bon, si on supprime la constante macabre, mais c'est pas possible, le pays sera ingouvernable presque. Tout le monde va entrer à Polytechnique, va être professeur, va être médecin, va être... Pas du tout. Il y a autre chose que j'aime beaucoup, pas que les notes. C'est quoi? C'est les concours professionnels. Pour être prof, on passe le CAPES, on passe le... etc. Il est normal qu'un pays régule ses flux professionnels. On ne peut pas laisser tout le monde entrer n'importe où. Mais qui dit concours dit situation transparente. On sait qu'il y a un nombre de places limité.
on est reçu, on est collé, on peut être collé avec 15 sur 20. Ça n'a rien à voir avec la constante macabre que l'on trouve dès l'école primaire, alors qu'il n'y a pas du tout de concours. Générosité sans limite, laxisme. Alors ça, c'est un truc... Là, je ne suis pas du genre à m'énerver facilement, mais là, je m'énerve, parce que c'est de la calomnie pure. Mon objectif, et le nôtre dans notre mouvement, c'est certainement pas de mettre des bonnes notes à tout le monde. C'est de les faire travailler en confiance et que leur travail soit récompensé. Comme vous le verrez, quand je vais vous présenter le système d'évaluation par contrat de confiance. Conséquence de la constante macabre, lutte contre l'échec scolaire, on ne parle que de ça depuis 50 ans. Est-ce qu'on a supprimé l'échec scolaire? Non. Et puis j'affirme solennellement qu'on ne supprimera jamais. Vous avez beau mettre des mesures de soutien, de trucs, etc. Il y aura tout le temps la constante macabre. Comment voulez-vous? Et il y aura toujours de l'échec. Comment voulez-vous supprimer l'échec scolaire quand un professeur, pour être crédible, est obligé d'avoir un certain pourcentage de mauvaises notes? Et l'histoire me donne raison. On ne parle que de la lutte contre l'échec scolaire, il y en a toujours. Détérioration du climat de confiance entre les professeurs et les élèves, on est parlé. Perte de motivation et de confiance en soi des élèves, on est parlé. Orientation des élèves. Comment voulez-vous faire une orientation sérieuse dans ce contexte? Et ce n'est pas la faute des profs. Imaginez qu'un prof, sous la pression de la société, mette 6 à un élève. On lui demande s'il peut suivre, il ne va pas dire oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce 6, ça peut correspondre à un vrai échec, mais très, très, très souvent, c'est une conséquence de la constante macabre. Mais je vais expliquer comment on fait pour obtenir cette constante macabre, parce que certains doivent se dire, c'est pas possible. Moi, je n'en suis pas victime de tout ce qu'il dit. Vous allez voir, ça va arriver. Je vais vous expliquer comment on fait, comment je fais, comment nous faisons tous pour avoir sa constante macabre. Et donc, on ne peut pas faire une orientation sérieuse dans ce contexte. Redoublement, on est un des rares pays où ça se pratique encore, et des études sérieuses sur du long terme montrent que ce n'est pas efficace quand on suit le cursus scolaire, etc. Moi, j'ajoute un argument à tous ceux qui sont donnés. Quand on se dit que très souvent, on fait redoubler un élève parce que dans une ou deux matières considérées comme importantes, il a des notes insuffisantes, alors d'abord, on lui fait refaire tout. Déjà, c'est discutable. Et quand on se dit qu'en plus, si ça se trouve, les mauvaises notes qui étaient à l'origine de ce redoublement étaient une conséquence de la constante macabre, ça rend encore plus sceptique. Vous savez comme moi qu'il y a des élèves qui, en troisième, en maths, ont des 17, 18, enfin... Et quand ils passent en seconde, ben vous devez en récupérer ici dans votre lycée d'élèves de seconde, ils se retrouvent avec 9, 10, 8, des fois moins. Que se disent les élèves et leurs parents? Ils ne peuvent pas se dire autre chose parce qu'ils n'ont pas de recul. Ils se disent, en seconde, on fait des vraies maths, là, ça devient difficile. C'est faux. Moi, il se trouve que j'ai le recul voulu, ça vous l'avez rappelé, que je suis directeur de collection depuis longtemps de livres scolaires, donc je connais les programmes. Il y a une continuité gigantesque entre la troisième et la seconde. C'est presque les deux classes où il y a le plus de continuité dans les programmes. Il y a même en seconde pas mal de notions qui sont des révisions du programme de troisième. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, vous avez là un vrai exemple de phénomène de constante macabre, plus précisément. À la fin de la troisième, les élèves les moins bons ont été orientés vers l'enseignement professionnel, où malheureusement on atterrit souvent par défaut, ou dans la vie active, ce qui fait que la constitution de la classe a changé. Et en seconde, un élève qui était dans le premier tiers en troisième peut se retrouver artificiellement dans le second tiers, et même parfois dans le troisième tiers, pour peu que ses parents, croyant bien faire, les pistonner pour le mettre dans un lycée élitiste. Il y a une enquête PISA qui est sortie il y a 4 ans. PISA, c'est une enquête internationale de l'OCDE. Vous cherchez sur Google PISA. 275 000 élèves interrogés dans 41 pays, des élèves de 15 ans. On leur demandait « Êtes-vous heureux à l'école ?» Le rang de la France, on est dernier. On est 41e. Quelle est la raison pour ça? Moi, on pourrait se dire les Français, on est plus antipathiques. Honnêtement, sans chauvinisme, c'est pas vrai. J'ai même tendance à penser que par rapport à certains pays, on est plus sympa. Je vous laisse imaginer de quel pays je parle, enfin voilà.
on est plus sympa. Alors, quelle est la raison? Quelle est la raison? Ben, c'est cette constante macabre. Comment voulez-vous qu'un enfant soit heureux dans un environnement empreint de compétition en permanence? Comment tu as, est-ce que tu exclus, est-ce que tu passes, etc. La raison essentielle, c'est celle-là. Nos établissements scolaires ne sont pas pires qu'ailleurs. C'est évident que c'est la raison essentielle. Contrôle continu au bac. Alors je suis d'autant plus contre que le bac, c'est un des rares endroits où il n'y a pas de constante macabre dans notre pays. Pour les mauvaises langues qui vous diraient qu'on fait cadeau le bac, c'est pas vrai. Simplement, il y a une rupture, effectivement, dans le style d'évaluation au bac. Une rupture par rapport à ce qu'on a tendance à poser en contrôle dans l'année. Ce que les sujets de bac sont sans piège. On pose des sujets classiques qui ressemblent, etc. Mais on ne fait pas du tout cadeau le bac. D'ailleurs, ce n'est pas très gentil de dire ça, parce qu'il y en a quand même 15 ou 20% qui ne l'ont pas et qui travaillent. Donc il ne faut pas non plus balancer des trucs comme ça. Il est normal qu'un élève qui a travaillé réussisse. Et l'autre point, un sujet d'examen ne doit pas être piégeant. Et c'est dans cet esprit que sont conçus les problèmes de bac. Comment se fait-il qu'on ne se rend pas compte de l'existence de ce phénomène? Moi, je vous dis, pendant 20 ans, j'étais persuadé que c'était normal d'avoir la moitié des élèves en échec, quoi. 10 sur 20 de moyenne, etc. On n'est pas tous idiots. Je vais vous proposer 3 explications. La première, c'est pas spécifique au phénomène de constante macabre, c'est la tradition, c'est plus général. Qu'est-ce que c'est la tradition? J'essaye de définir les mots que j'emploie. Quelque chose existe, le temps s'écoule, l'être humain n'aime pas sortir des normes, on veut faire comme tout le monde. Ça existe, on refait pareil, sans se poser de questions. C'est la tradition bête et méchante, dans toute sa splendeur. Alors vous me direz, après tout, mais pourquoi pas? Si ça marche, pourquoi ne fait-on pas pareil? Ben, le problème est le suivant, c'est que quand le temps s'écoule, il y a certains paramètres qui changent dans la vie. Et on ne se rend pas compte de ces changements. Et c'est là qu'on voit apparaître un dysfonctionnement. Les 2 points qui suivent sont beaucoup plus spécifiques, sont clairement spécifiques au phénomène de constante macabre. Il faut vraiment ne jamais avoir enseigné pour s'imaginer que tous les élèves comprennent à la même vitesse. Il y en a qui comprennent au quart de tour, d'autres il leur faut plus de temps, etc. Mais en phase d'évaluation, c'est complètement différent. Il se peut qu'un élève sérieux, travailleur, n'ait pas compris la première fois en classe, mais que par son travail, il réussira à comprendre. Et donc, si l'évaluation est posée de manière saine et sans piège, il aura une bonne note. Alors, pourquoi c'est très pernicieux? C'est très sournois, ce truc-là. Je vais vous expliquer en détail. Parce que si on y prend garde, si vous confondez ce que j'appelle au fait phase d'évaluation, c'est celle qui donne lieu à une note, parce qu'il y a aussi l'évaluation diagnostique, etc. Pour moi, pour simplifier, évaluation, c'est sommative, note. Tout le reste, j'appelle phase d'apprentissage. Dans mes livres, c'est comme ça la définition que je prends. Si on y prend garde, ça semble justifier l'existence de la constante macabre. Pourquoi? Parce qu'en phase d'apprentissage, la vision que vous avez de la classe, certains qui comprennent au quart de tour, d'autres moyennement, et d'autres qui ne comprennent pas tout de suite, etc. Là, vous retrouvez votre constante macabre. Mais là, c'est simplement en termes de vitesse d'acquisition de la notion. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas de savoir s'ils comprennent au quart de tour. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si les notions du programme officiel sont comprises. Donc là, ça n'a rien à voir. Les 2 choses n'ont rien à voir. J'insiste là-dessus. Lien avec la courbe de Gauss. Alors, une courbe de Gauss, vous savez ce que c'est. Imaginons qu'on mesure les tailles d'un grand nombre de personnes, par exemple des hommes, taille moyenne 1m75. On imagine aisément qu'autour de 1m75, il y en a beaucoup, 76, 77, 74, 73. Et quand on s'éloigne d'un côté ou de l'autre, il y en a très peu qui mesurent 2 mètres, très peu qui mesurent 1m50. Imaginons que l'on veuille représenter cette répartition par une courbe, étant entendu que la hauteur du point de la courbe représente le nombre de personnes. Ben vous auriez une courbe qui a cette allure, au lieu d'avoir 10 sur 20, au milieu, vous auriez 1m75.
C'est une courbe symétrique autour d'une valeur moyenne, qui est d'ailleurs la médiane, il n'y en a autant d'un côté que de l'autre. Ça s'appelle une courbe de Gauss, du nom de son inventeur, Carl Friedrich Gauss, qui a eu le génie, parce que maintenant ça semble simple quand on le voit comme ça, il faut y passer, hein, qui a eu le génie de remarquer que chaque fois qu'on prend un grand nombre de mesures sur un phénomène naturel, on a ce type de courbe. Qu'est-ce que c'est un phénomène naturel? J'ai parlé des tailles, ça peut être les poids, ça peut être des diamètres de troncs d'arbres d'une espèce donnée, des longueurs de tiges d'une plante donnée. Vous pouvez y aller, vous allez toujours trouver ce type de courbe. En admettant qu'une répartition de notes suive une courbe de Gauss, pourquoi la moyenne serait-elle à 10? Pourrait être à 14, à 13, exceptionnellement à 8, enfin je sais pas. Alors là, on peut dire parce que 10 c'est au milieu. Bon, ça convaincra qui a envie d'être convaincu. Mais l'argument que je vais vous donner là est très fort, et c'est un autre point très important de cette matinée. Est-ce qu'une répartition de notes est un phénomène naturel? Absolument pas. C'est même un exemple que je donne dans mes cours de phénomène non naturel. Ce qui serait, j'enlève le conditionnel, ce qui est un phénomène naturel, c'est la vitesse d'acquisition d'une notion. Ça, c'est naturel. J'en ai un peu parlé tout à l'heure déjà. Ça, c'est naturel. Alors, comment fait-on pratiquement pour obtenir sa constante macabre? Parce que jusque-là, il y en a certains qui doivent se dire « moi, c'est pas possible. Ce sont les autres collègues qui sont victimes, et pas moi. » Alors, vous allez avoir la réponse. 10 trucs pour obtenir sa constante macabre. C'est pas ce qui manque. 10. Et je dis tout de suite, là aussi, pour enlever tout suspense, je suis victime pleinement des 9 premiers. Dans ma carrière, j'ai tout le temps utilisé. D'ailleurs, ça m'a permis à m'auto-analyser. Difficulté des questions posées. Il y en a qui doivent se dire, mais quel est le lien? Mais il existe le lien. C'est quand vous commencez à aborder un sujet avec le mot difficile en tête, il ne s'agit pas de savoir est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il ne sait pas faire, on dose, on truc, etc. Alors je vais quand même définir le mot difficile. Difficile dans le domaine de l'évaluation, voilà ma définition. Quelque chose est difficile si une majorité d'élèves ne comprennent pas, c'est difficile. Vous devez vous dire, mais ce n'est pas possible. J'enfonce une porte ouverte. Au contraire, qu'est-ce que j'ai dans mon entourage? Des profs qui posent un devoir, à la fac, n'en parlons pas, ils rendent un examen, 6 sur 20 de moyenne, et qui disent que c'était pourtant très facile. Donc ce n'est pas ma définition. Ça veut dire, s'ils disent que c'était pourtant très facile, ça veut dire qu'eux, comme profs, ont été mauvais. Mais ça, ils ne le disent pas, ça, ils ne le reconnaissent pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les conditions n'étaient pas normales. Bon. La question cadeau. Qu'est-ce que c'est le paradoxe de la question cadeau? Si un enseignant, lors d'une évaluation, est convaincu que tous les élèves, sans exception, répondront à une question, tous, il ne la pose pas. C'est-à-dire que pour que la question serve à quelque chose, ça c'est inconscient, ça. Hein. Il faut qu'il y en ait au moins un qui ne sache pas la faire, quoi. Sinon on perd son temps. Ça, je ne le dis pas au hasard. Ce que je vous dis là, c'est enquête à l'appui. Des sujets trop bien équilibrés. Qu'est-ce que c'est un sujet bien équilibré? On commence par des questions faciles. Faciles, mais pas cadeau, hein, sinon on ne pose pas. Facile. Après, ça se complique un peu. Et après, dans sa tête, on fait un petit barème. On se dit, bon, celui qui arrivera là, ça va faire 13 points à peu près. Ah, quand même, ils ne pourront pas me faire de critiques. J'ai passé, ils peuvent avoir 13 points. C'est du bidon, ça, parce que 13 points à condition d'avoir tout fait, quand même, hein, pour arriver tout juste. Bon. Maintenant, on va équilibrer son sujet, on va se faire plaisir. Il faut donner du gré à moudre à tous les élèves. Et à la fin, on se dit, maintenant, on va poser quand même des questions plus jolies. Puis je ne vous cache pas que quand je pose un sujet comme ça, je suis fier. Je le montre aux collègues. Je suis heureux. Poser un beau sujet. Et on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, on a construit sa courbe de Gauss tranquillement. Ça n'a strictement rien à voir avec est-ce qu'il sait faire ça, est-ce qu'il ne sait pas faire ça, etc. On équilibre son sujet. Le barème. 100 copies à corriger, en retard, comme d'habitude. Première copie, 20. Deuxième copie, 19,5. Troisième copie, 20. Quatrième copie, 19. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je devrais être content. Je devrais dire, ah, j'ai été bien inspiré de choisir ce métier. Quel joli métier. On a un retour, ils ont compris. Pas une fois, je me suis dit ça, et pas que moi. Hein. Pas une fois. Je vais vous dire les idées qui me passent par la tête. Oh là là, ça fait 2h30 que j'y suis.
le corriger, le barème. Si ça continue comme ça jusqu'au bout, ce contrôle ne va servir à rien, vous savez. Avec une parenthèse quand même, si ça se produit, les élèves savent que le contrôle d'après, on régularise. Hein. Discutez avec les élèves, ils vont vous le dire tout de suite. Et dans cette atmosphère, je continue. Je vais continuer, en espérant que ça s'arrange. Qu'est-ce que ça veut dire, ça s'arrange? On attend désespérément un petit 1, un petit 2 qui nous fasse rabaisser le truc. Et dans cette atmosphère pleine d'espoir, mais remplie de stress, on arrive à la 8e copie. Ah! Martinez qui a 15, d'habitude il a 3. Ça c'est le coup de grâce. Martinez a 15, d'habitude il a 3. On pourrait être fou de joie, se dire même Martinez a compris, c'est parfait. On regrette d'ailleurs de ne pas avoir commencé par la copie de Martinez, ça nous aurait fait gagner du temps. Martinez a 15, d'habitude il a 3. Ça c'est la preuve que ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Je suis content que ça me soit arrivé à la 8e copie, pas à la 90e. Qu'est-ce que je fais? On revoit le barème. Bon, si c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, première question. Première question. J'avais mis 3 points. Ça vaut pas 3 points, ça vaut un demi. Martinez l'a traité, donc ça vaut un demi-point. Alors, la question réservée à l'élève musclore. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'était au début de ma carrière à l'université. J'avais été recruté par un brillant professeur Michel Pommiès, à qui je rends hommage, il n'est plus de ce monde. Et souvent, après un premier jet de sujet, il me disait, il parlait un peu comme ça, ne craignez-vous pas, monsieur Antibi, que si on laisse le sujet tel quel, Musclor, alors vous avez compris, Musclor c'est le meilleur élève de la promotion, vous savez qui c'était. Musclor risque de sortir avant la fin de l'épreuve. Ouh là là. Moi, ça m'obsédait moins que lui. Mais même moi, je vous avoue, qu'à l'idée de voir Musclor descendre du haut de l'amphi, une demi-heure avant la fin du temps réglementaire, descendre paisiblement en prenant son temps, la copie à la main, et en balançant la copie sur le bureau comme ça, ça me gênait vraiment. Je sais pas, je me disais, c'est pas croyable. On n'est même pas capable de maintenir Musclor assis jusqu'à la fin de l'épreuve. Il va croire qu'il est meilleur que nous. Enfin, je sais pas, toutes les idées qui me passaient par ma tête. Qu'est-ce qu'on a toujours fait? On a toujours ajouté une question spéciale, Musclor. Et Musclor n'est jamais sorti avant la fin de l'épreuve. Une drôle de générosité. Ça, c'est des gens qui, lors de mon enquête, d'abord souvent, il y a un peu d'énervement, qui me disent, mais oui, je sais, mes sujets sont longs et difficiles. Je dis, mais calme-toi, voilà. Mais quand je leur rends les devoirs, moyenne de classe 7 sur 20, bon, vous avez tous bien travaillé, j'ajoute 2 points à tout le monde, voilà, c'est ça la drôle de générosité. Il ne faut pas les critiquer, hein. Ceux qui veulent éviter, c'est le coup de Martinez. Là, en procédant comme ça, ils garantissent leur constante macabre. Pas revoir des copies, ils ont su, et après ils régulent. Il y en a d'autres qui posent parfois 4 contrôles et qui prennent les 3 meilleures notes, etc. Voilà. Alors maintenant, comme on dit au théâtre, fin de la première partie. Et on reprendra la deuxième partie qui est plus courte, mais importante aussi, bien sûr, c'est le système d'évaluation. Merci. Le système d'évaluation par contrat de confiance. Il ne suffit pas de savoir que la constante macabre existe pour s'en débarrasser. Elle est tellement enfouie dans nos cervelles qu'elle est, dès qu'on laisse une petite ouverture, poum, on retrouve sa constante macabre, c'est la tradition dans toute son horreur. Alors c'est comme ça qu'est apparue la nécessité de proposer un système d'évaluation destiné à aider l'enseignant à se débarrasser de la constante macabre. C'est comme ça qu'est apparu ce système d'évaluation que j'ai mis en place, qui a été expérimenté 3 ans, au plus haut niveau, des inspecteurs, des partout, dans plusieurs académies de France, par des milliers et des milliers d'élèves et des centaines de profs. Rarement un système n'a été expérimenté comme celui-là. Et la version que je vais vous présenter là, c'est la version définitive, c'est-à-dire qui prend en compte tous les retours d'expérimentation. Le principe est simple, c'est le code de la route. Vous savez comment ça se passe? Vous avez un fascicule, des situations de conduite, des panneaux. Et le jour de l'examen, pour l'essentiel de l'épreuve, l'élève sait qu'il aura à restituer des points qui se trouvent dans la solution, se trouvent dans le fascicule, à l'identique.
on ne vous montre pas un panneau de sens interdit violet, assuré en jaune, pour voir si l'élève français devine que c'est sens interdit. On vous le montre tel quel. C'est ce principe qui est à la base du système d'évaluation par contrat de confiance. On va rentrer dans les détails. L'élève disposera d'une liste de questions qui ont été traitées et corrigées, qui figurent au programme, rien de hors programme. On colle au programme, donc l'inspection n'a rien à dire, au contraire. Et l'élève sait que pour l'essentiel de l'épreuve, il aura une des questions de la liste. On ne donne pas le sujet à l'avance, j'insiste. Toutes les situations que l'on rencontre dans la vie, en dehors de l'école, sont de ce type-là. C'est-à-dire, on ne piège pas. Alors, par exemple, un inspecteur qui vient dans une classe, son rôle, c'est d'évaluer le prof. Que je sache, il n'arrive pas en disant au professeur, allez, installez-vous dans la salle à côté, vous avez 2 heures pour me fabriquer une belle leçon originale sur ce sujet, etc. Non, le prof a tout le temps qu'il veut, il sait que l'inspecteur va venir, il a les documents et tout, et il prépare sa leçon. Alors, il y en a plein, je vous dis des exemples. Dans l'entreprise, quelqu'un qui doit évaluer son N-1, son N-2, il ne passe pas son temps, dès qu'il arrive le matin, le mettre dans un coin pour le faire en temps limité. Il le fait, il le laisse faire tranquillement tout ce qu'il a à faire, et puis on évalue. Mais sans cette notion de temps limité, de stress, etc. Alors, réalisation en pratique, il y a plus de 30 000 profs qui le mettent en place actuellement en France. Dans la circulaire de rentrée de la DGESCO, il y a 2 ans, il recommandait ce système, sans le nommer, mais c'est ça, si vous le lisez, vous allez voir, il faut prévenir les élèves, etc. Rapport de Jacques Grosperrin à l'Assemblée nationale, rapport sur le socle commun, il recommande aussi ce système, clairement, d'évaluation par contrat de confiance. Alors, de manière plus précise, pour le secondaire, donc ça vous concerne, environ 4-5 jours, une semaine, ça dépend, un peu de souplesse, avant l'examen, le professeur donne une liste de questions, si possible, une petite feuille photocopiée, c'est plus propre, et puis en plus, surtout pour les petites classes, il risque de mal recopier le programme, sinon ça fait plus officiel. Tel exercice, tel commentaire de texte, tel truc, etc. Il a un programme, et il dit, voilà, le jour du contrôle, pour 16 points sur 20, tu auras une des questions de cette liste, en répétant qu'on ne donne pas le programme à l'avance. Et les 4 points restants, c'est une question qui est au programme, faisable, c'est-à-dire qui ressemble à ce que l'élève a fait, mais pas à l'identique. Avec des conditions sur cette liste, un apprentissage par cœur immédiat strictement interdit. Mais ça relève du bon sens. Alors qu'est-ce que c'est un apprentissage par cœur immédiat? Vous n'allez pas poser un QCM. L'élève saurait qu'il faut dire A, B, C, sans rien comprendre, il remettrait dans l'ordre. Ou bien un exercice de maths ou de physique où on ne demande que la réponse. Il reconnaîtrait l'exercice sur les fils dans une salle, il saurait qu'on trouve 5 ampères à la fin, il mettrait 5 ampères, si on n'attend que la réponse, il n'a rien compris. En langue, vous savez qu'il y a des professeurs de langue qui posent parfois des phrases à trous. 3 lignes, par exemple en 5e, et les élèves ont 6 trous à remplir, les terminaisons. On ne le pose pas, parce qu'on peut penser qu'un élève arrive à se souvenir des 6 terminaisons dans l'ordre, qu'il n'a rien compris. Je ne sais pas si ça vous semble clair. Toutes ces situations sont interdites. Alors, en dehors de ces situations extrêmes, et là, ce que je veux dire, c'est un point très fort qui va à l'encontre d'une certaine mode ambiante qu'ont lancé certains planeurs, malheureusement. Certains planeurs qui mettent en opposition un apprentissage où on comprend en profondeur et l'apprentissage par cœur bête et méchant, etc. La restitution, sous-entendu, c'est idiot. Je ne suis pas d'accord du tout. J'affirme qu'il est impossible de restituer si on n'a pas compris, en dehors de ces cas extrêmes que j'ai cités. Non, parce que c'est trop facile de mettre en opposition, c'est-à-dire que si on pose à l'identique, l'élève n'a rien compris, il va restituer. C'est pas possible, même de mémoriser si on n'a pas compris. Donc là, c'est un truc, indépendamment de la constante macabre, qui est assez fort que je vous dis là. Je vais à l'encontre d'une mode ambiante assez regrettable, je trouve. Alors, ceux qui ont des doutes, je vais vous donner 5 lignes de chinois et je vais vous laisser 1 mois, pas 1 heure, 1 mois,
pour restituer ces salines de chinois. Vous n'arriverez pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des moyens d'aider à mémoriser, c'est-à-dire la grammaire, du vocabulaire, vous ne pourrez pas. Alors vous vous dites, c'est extrême. Pas du tout. Pour un élève devant un problème de maths ou un commentaire de texte, c'est du chinois. Pour ceux qui s'imaginent que la restitution est synonyme d'acte bête, c'est pas vrai. Restituer, il faut comprendre. Alors, strictement conforme au programme officiel, ça c'est très important, pas de hors-programme, c'est-à-dire ça demande un petit effort, faut 2 minutes au prof qui va poser son contrôle, il faut qu'il regarde les programmes, ils sont bien faits là en France, ils ont des défauts mais pas là. Il y a une colonne capacité exigible et qu'il faut qu'il s'arrange que vraiment tous les points du programme soient repris dans la liste. Plus précisément, chaque point du programme doit figurer dans au moins une liste. Ça peut être dans 2 ou 3. Si le prof se rend compte que les élèves n'ont pas compris, il le replace à la liste suivante. Moi, je remercie les maîtres qui m'ont obligé à apprendre par cœur les tables de multiplication, qui m'ont obligé à apprendre par cœur certaines choses. Parce que maintenant, la mode, c'est de donner du sens à tout. Il faut donner du sens à tout, introduire tout. C'est-à-dire que, par exemple, en maths, on fait une leçon sur les angles, ben, il ne faut pas les présenter comme ça, il faut marcher. Et puis d'un coup, tac, on s'arrête, on dit, tiens, regardez, c'est naturel. Un angle, c'est ce qui est entre mes 2 jambes. Enfin, c'est une aberration. C'est ce que j'appelle dans mes travaux des situations RAC. RAC, ça veut dire rien à comprendre. Et mes étudiants me connaissent. Quand je fais mes cours, je leur dis RAC, ils savent que ça va, qu'il n'y a rien à comprendre. Alors pourquoi c'est important de leur dire ça ? Parce que quand il n'y a rien à comprendre et qu'on essaie de comprendre, on ne comprend rien. Cette théorie bidon selon laquelle il faut rejeter absolument toute notion qu'on présente comme ça, non mais ça fait des dégâts terribles, ça, hein, de vouloir donner du sens à tout, parce que c'est pas vrai. Quand on peut, on le donne, mais quand on ne peut pas, même des fois, ça complique. En croyant bien faire, ça complique pour un élève. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Alors ça c'est la première étape. Alors maintenant, deuxième étape, séance de questions-réponses. C'est pour permettre à tous les élèves, on leur donne une chance. Les élèves travailleurs, 1 ou 2 jours avant le contrôle, ils ont eu leur liste, ils peuvent poser des questions aux professeurs, s'il y a certains points qu'ils n'ont pas compris. Avec une précision importante, on sait très bien qu'il ne suffit pas de donner une explication à un élève pour que ça marche. Mais au moins, on lui donne sa chance. Et si, malgré l'explication, il ne comprend pas encore, ça veut dire qu'il a besoin de soutien. Mais il y aurait beaucoup moins d'élèves en situation de soutien avec ce système, c'est évident. Et après, la troisième étape, qui est très importante aussi, faire très attention à la longueur du sujet, j'en ai parlé. Je pense qu'il est normal que pour un sujet d'1 heure, les meilleurs élèves terminent 20 minutes avant la fin. Alors méfiez-vous, c'est pas rien ce que je vous dis là. Ça va à l'encontre de ce que j'ai pratiqué moi dans toute ma carrière. Moi, j'étais persuadé qu'un sujet, parce que je me préoccupais pourtant de ces questions, mais je me disais qu'un sujet était normal si le meilleur élève de la classe avait le temps de tout faire. Musclor a tout fait, je disais, bon, c'est un sujet faisable, oui, au sens de Molière, oui, parce qu'il y en a au moins un qui l'a fait. Mais c'est pas ça que je dis. C'est pas de la course à pied, il faut laisser le temps aux élèves de s'exprimer. Est-ce qu'il faut oublier les bons élèves ? Ça, c'est très important. Dichotomie, donc s'il fait ça, c'est un laxiste, il oublie les bons. Pas du tout. Surtout pas oublier les bons élèves. Il faut les valoriser. D'abord, pour les valoriser, les bons élèves, vous avez toute la phase d'apprentissage, les 14-15e du temps scolaire, ou 11-12e. C'est-à-dire, ça ne concerne que l'évaluation, 1 heure par mois. Un contrôle au collège, ou 2 heures, enfin, vous faites votre calcul. Pendant la phase d'apprentissage, moi, je pense qu'il faut valoriser les bons élèves, leur faire des exposés. Ce serait de la démagogie pure que de faire croire que tous les élèves sont pareils. Et en plus, ça, par contre, c'est pas formateur. Faire croire, parce que la vie, c'est pas ça. Il faut au contraire faire accepter qu'il y a des différences. Dans un domaine, un tel peut être meilleur qu'un autre, dans un autre, c'est le contraire, etc. Et le jour du contrôle, pour les bons élèves, on peut prévoir une question non notée hors barème et très difficile, en demandant aux bons élèves de faire part de leur idée de recherche, même s'ils n'arrivent pas au bout. Mais il ne faut pas oublier les bons élèves. Question sur 4 points, il y a de quoi faire des sketchs cocasses. À l'époque où je dépouillais les premières expérimentations, un collègue, pourtant très militant, et pas qu'un, plusieurs, qui dit, tu sais, j'ai fait ça.
je ne trouve pas de différence dans la moyenne, etc. J'ai dit, ah bon, montre-moi ce que tu as fait. Il avait posé une question sur 4 points que lui-même n'arrivait pas à faire tellement elle était difficile. L'horreur. Je dis, mais en fait, tu es fou, tu as perdu la tête. Je dis, c'est même pas la peine que je te demande quels sont les élèves qui l'ont traité. Elle était très difficile. Il me dit, ah ouais, mais tu comprends, ils avaient la liste. Voilà. Sous prétexte qu'ils avaient la liste, il avait noté sur 16 points sans se rendre compte. Voilà. Donc la question sur 4 points doit être faisable, c'est-à-dire ressembler à ce que les élèves ont vu, mais pas à l'identique. Exigence dans la rédaction, pareil. Témoignage assez savoureux, c'était en lettres. Une prof qui était d'une exigence, mais alors pathologique. Elle aurait fait un corrigé d'un commentaire de texte, elle enlevait pratiquement un point par virgule manquante, c'est-à-dire que les notes avaient baissé. C'est-à-dire que quand vous corrigez, non, mais ça c'est des trucs qui viennent, hein, si on ne fait pas attention, vous allez avoir l'effet inverse, c'est-à-dire vous allez avoir presque des notes qui vont baisser. Il faut corriger normalement, comme s'il n'y avait pas de liste. Alors maintenant, si vous faites tout ça, j'affirme que la constante macabre est supprimée. Enfin, j'affirme, c'est pas moi, c'est expérimentation à l'appui. Donc ça, l'objectif est atteint. Et alors, les points qui suivent, c'était pas forcément prévu quand j'ai présenté ce système. Là aussi, ce serait un mensonge de ma part et de la prétention mal placée que de dire oui, j'avais prévu, pas du tout. La constante macabre, oui, et le reste, et on voit apparaître des avantages non prévus au départ et incroyablement importants. Un vrai climat de confiance, c'est-à-dire ça revient de partout. Chaque point que je dis là, c'est des milliers d'expérimentations hein, que je dis là. C'est pas juste. Je pense que c'est prouvé. Le climat dans la classe change. Le prof apparaît comme un partenaire. C'est plus la personne qui va piéger le jour du contrôle, etc. L'élève est responsabilisé. Il sait que s'il n'a pas travaillé, ben, il n'a pas travaillé assez. Et puis il arrivera un moment aussi, on va le revoir tout à l'heure, même tout de suite, quand les moyennes de classe augmentent, il reste de l'échec. Juste pour faire rire. Dans certaines conférences, quand j'arrivais là et que je disais « il y a des élèves en échec », il y en avait plein qui disaient « ah bon », parmi les profs. C'est encore la constante macabre qui revient, vous savez, quand on dit ça. Ah bon, ça va, s'il y a de l'échec, sinon ce système ne vaudrait rien. Mais j'ai rien fait pour qu'il y ait de l'échec, mais il est là. Et je donne un ordre de grandeur très fiable, 10%. À tous les niveaux. Une moyenne, il peut y avoir 15, 20, 5, vous voyez, c'est de l'ordre de 10%. Mais c'est normal. Je veux dire, ce serait d'une prétention démesurée que de s'imaginer qu'on va faire aimer toutes les matières à tous les élèves. Un point qui n'était pas prévu et qui maintenant devient très important dans ce système. Les élèves travaillent infiniment plus. Alors à une époque où on cherche à motiver les troupes et à les faire travailler, ce système permet de faire ça. Mais quand je dis ça, c'est pas sur des milliers d'élèves, les expérimentations. Ça revient de partout. Alors pourquoi ils travaillent plus? Mais c'est facile à se comprendre. Parce que ils savent que leur travail va être récompensé. Qu'ils ne travaillent pas pour rien, ils l'écrivent. Ce qui arrive en tête, c'est « ça me permet de mieux travailler ». C'est les élèves qui le disent. Les élèves travaillent mieux pendant la phase d'apprentissage aussi parce qu'ils savent que ça va leur servir, ils font mieux leur révision, etc. Alors maintenant, Corinne Cros va apporter un témoignage de prof de terrain. Alors sur les 30 000, ce n'est pas n'importe quel prof de terrain. Corinne Cros, c'est la première expérimentatrice. Elle a mis en pratique depuis 2005, maintenant 2006, 2005. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai entendu des conférences dès 96. J'ai tout de suite adhéré, c'est-à-dire que j'étais très concernée. Alors, franchement, oui. Là, vous savez, le prof gentil, quand je donnais des 2, tout à fait avec le plus de délicatesse et de presque d'excuses. C'est-à-dire, c'est pas trop grave, t'en fais rien. Et c'est vrai que s'il avait 5, j'essayais de dire, tu vois, tu peux progresser. Or, c'est terrible. Vous voyez, ce point-là m'a énormément ébranlé. Il m'a beaucoup servi. Et puis, l'horreur du principe de construire sa constante macabre inconsciemment. Donc moi, j'ai été victime de tous les points, longueur,
barème, c'est évident. Question cadeau, c'est évident que jamais j'aurais posé une question sachant que tous les élèves allaient y répondre. Donc j'ai adhéré au mouvement et en 2005, il nous a proposé donc de lancer une expérimentation. Donc les élèves, dès le début, ont adoré, mais vraiment ont compris l'enjeu, l'intérêt. Vous savez, au niveau quand vous leur donnez une liste, donc vous donnez une liste, les élèves, très vite, ils se rendent compte à quel point on leur a offert une possibilité de progresser en acceptant ce travail de révision. Le fait d'avoir une liste, bon, il accepte le contrat et il accepte d'y passer 2 heures, 3 heures. Donc moi, les parents me disent que, par exemple, le mercredi après-midi, j'essaye de faire souvent mes contrôles le jeudi pour faire mon heure de questions-réponses le lundi ou le mardi. Et les parents me disent, j'ai jamais vu mon enfant se mettre à son bureau en disant je révise. Vous voyez, une tâche finie pour lui. Il commence la liste, il la refait 2 fois, 3 fois. Après, il arrange et il va au contrôle, beaucoup moins stressé. On a eu un soutien énorme des infirmiers, vous savez, des infirmières scolaires qui voient vraiment des dégâts énormes sur le stress dû au contrôle. Donc là, vous avez des élèves qui ont l'impression d'avoir révisé, qui se sont préparés et qui arrivent beaucoup plus décontractés. Les résultats, alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des élèves qui ont 20 de moyenne de l'année, sur l'année, c'est tout à fait normal. En seconde, un élève qui demande première S, c'est normal qu'il ait les 4 points, 5 points, vous voyez, sur chaque contrôle. Un élève qui a 10 ou 11 est très encouragé, même s'il sait que c'est pas si facile pour lui, qu'il a quand même des difficultés. Et je n'ai plus jamais... Alors, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, quelque chose qui n'est pas passé et tout, mais enfin, c'est un 2 ou un 3 qui, pour moi, est d'une utilité nulle. Moi, j'ai jamais cru, jamais, depuis ma première année, j'ai cru qu'un 2 était encourageant pour un élève. Donc, j'ai toujours été désespérée de mettre 2, mais j'en mettais. Pour moi, le pire qu'on puisse me dire, c'est, et c'est ce que j'ai entendu le plus souvent, c'est ils vont se croire tous bons. Là, pour moi, c'est terrible. Parce qu'un élève déjà se croit bon, ça ne me semble pas du tout problématique, m'inquiète pas du tout. Et je passe mon temps à leur dire qu'ils sont bien meilleurs que ce qu'ils imaginent. Donc pour moi, qu'un prof ait peur que les élèves se croient tous bons, c'est déjà pour moi terrible. Et puis, le principe, j'anticipe sur le passage dans les classes supérieures. Par exemple, quand vous êtes en seconde, vous avez un passage... terrible aussi, c'est le passage en première S. Donc vos notes sont très surveillées parce que vous avez par exemple un élève qui a 16. Alors, vous pouvez très bien conseiller, oui ou non. Et puis d'un autre côté, je ne suis pas farouchement opposée au passage d'un élève s'il y tient beaucoup et si les résultats sont corrects. Mais il y a des fois où on peut dire... ça va être tellement plus rapide et tout, peut-être que ce n'est pas forcément ta section que je te conseillerais. Il y a autre chose, c'est que pour les dossiers de terminale, donc en classe de post-bac, ce ne sont pas du tout des fausses notes. Un élève de terminale qui a 16, il a 16. Par exemple, moi au bac, alors ça fait prétentieux, c'est toujours pareil, mais comme je parle de mon expérience, je vais pas mentir dans l'autre sens pour faire vrai. Ouais, je n'ai aucun point négatif. Par exemple, mes résultats du bac, de terminale ES, spécialité maths, donc c'est quand même un gros coefficient. Ils avaient donc 15 de moyenne sur l'année de la classe. Hein. Et je peux vous dire qu'au bac, ils ont eu 15, 16, 17, 20, bien sûr. Donc les notes ont été tout à fait conformes à mes notes. Alors que souvent au bac, vous savez qu'ils ont des notes meilleures que dans l'année. Et au niveau du post-bac, ça, j'ai jamais entendu un problème. Hein. D'autre part, quand on me dit que l'élève, c'est un faux 15, par exemple en seconde, ou 12, 13, 14, je suis persuadée qu'un élève, ça paraît d'ailleurs très logique, un élève qui a beaucoup travaillé ses listes, chaque contrôle, donc un par mois environ, il est beaucoup plus au niveau qu'un élève qui d'habitude révise moyennement, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que le niveau qu'il a acquis à force de réviser la liste, qui balaie le programme et tout, lui donne un vrai niveau pour aller en première S. Je ne me fais pas peur du tout. Et je n'ai pas eu d'écho de catastrophe du tout.
Donc, si je vous encourage vraiment à vous lancer, ça vraiment, vraiment. Soutenu, déjà, ça vous l'aide par la direction. Et puis, le top du top, vraiment, c'est d'essayer de faire une équipe. Par exemple, une seconde où tous les profs le feraient, ou une première, une terminale. Et peut-être pas de rester isolé, ce serait dommage. Enfin, même si vous êtes isolé, lancez-vous. Voilà, moi, je voulais vous apporter mon témoignage. Merci beaucoup.